Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre un colloque organisé au Sénat sur les banlieues. Le Sénat au chevet des banlieues, c'est à l'initiative de 2 parlementaires. Le thème pour un électrochoc républicain pour les quartiers défavorisés. Les sénateurs, vous allez le voir, ils réclament une vision globale en matière de politique de la ville et invitent un véritable traitement de choc. Alors cet événement est à remettre, bien sûr, dans le contexte des annonces du gouvernement, de Jacques Mézard et de Julien de Normandie sur les banlieues. 1300 postes de policiers et de gendarmes, 30 000 offres de stage, des annonces qualifiées par beaucoup comme homéopathiques. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre, d'écouter ce colloque. On a, et ça a été répété encore dans les propos introductifs ce matin, l'impression qu'on déverse des moyens absolument considérables en direction des quartiers prioritaires. Et en général, quand on dit ça, on fait référence à un programme qui est le programme national de rénovation urbaine. Comme en plus c'est un programme qui est très visible parce qu'il produit des travaux et des transformations visibles, ça donne vraiment l'impression à tout le monde, y compris à ceux qui ne mettent jamais les pieds dans ces quartiers, qu'on déverse des moyens considérables dans ces quartiers. Ce qu'on montre à coup de rapport. Alors je fais partie de ceux qui font des rapports sur la politique de la ville depuis très longtemps, voire même des rapports sur les rapports, et ensuite des articles scientifiques qui expliquent pourquoi les rapports sur les rapports ne servent à rien, en tout cas ne sont pas appropriés par les acteurs publics. Ce qu'on montre avec constance, et quand je dis on, c'est aussi bien les chercheurs qu'un certain nombre d'organismes d'inspection, que l'Observatoire national de la politique de la ville, c'est que les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, ceux en direction desquels la puissance publique est censée faire plus, faire de la discrimination positive, l'idée de faire plus pour ceux qui ont moins. La réalité, c'est que ces quartiers bénéficient de moins de moyens que les autres territoires, qu'ils soient urbains ou périurbains ou ruraux. Et tant qu'on ne se sera pas donné les moyens d'objectiver ce constat, non pas une fois tous les 4-5 ans dans un rapport comme celui-là, un rapport de François Cornu-Gentil et Rodrigue Coquendo, qui fait un coup de zoom à un moment donné, un coup de zoom très très partiel, à un moment donné sur le déficit de moyens à l'échelle du département de Seine-Saint-Denis, tant qu'on n'aura pas les moyens d'objectiver ça, mais non seulement pour la Seine-Saint-Denis, mais pour Vierzon, pour Grigny, pour toutes les villes, on restera bloqué d'abord sur un discours qui est délétère, mortifère pour la France, qui consiste à opposer les quartiers populaires et le reste de la France. Dire voilà, on en fait trop pour ces quartiers. Et en fait, si vous allez mal, vous, dans les territoires périurbains ou dans les petites villes en déclin, c'est peut-être parce qu'on en donne trop pour, et je vais le dire, peut-être qu'on en donne trop pour ces quartiers de minorité, voire on en donne trop pour les Noirs et les Arabes. Parce que c'est dans ces termes-là que progressivement, le débat public est en train de se structurer en France. Et si on avance dans cette direction, on n'en sortira pas. Ou on en sortira d'une manière que personne ici ne peut souhaiter. Donc tant qu'on n'objectivera pas un peu plus les moyens qu'on donne, on restera bloqué là-dedans. Et on fera quoi ? On fera ce qu'on a fait depuis une vingtaine, une trentaine d'années, c'est une fois, au gré d'une émeute, d'un rapport, dire tiens, on va faire un petit programme, allez, on va mobiliser dans ces temps de disette budgétaire 15 millions pour les associations pour ces quartiers. Mais le problème, il n'est pas là. La politique de la ville, les crédits qu'on dit spécifiques, c'est moins d'1% du budget de l'État. La question, c'est de savoir si les 99% restants bénéficient de manière équitable à ces quartiers et aux autres. La réalité, telle qu'elle peut être objectivée de manière partielle, est que non, ces quartiers ne bénéficient pas d'une attention prioritaire, particulière. Au contraire, il y avait dans le rapport Borloo une mesure, la seule mesure du rapport Borloo qui ne coûtait rien. Mais rien, zéro. La seule mesure qui était, pour reprendre une rhétorique qui est à la mode en ce moment, dans certains lieux, pas nécessairement celui-là, une mesure disruptive, une mesure qui était capable effectivement de transformer assez radicalement la politique de la ville, qui était cette cour d'équité territoriale, ou en tout cas une mesure qui disait, avant, si on veut transformer les choses, commençons par mesurer les moyens qui sont mobilisés par l'éducation nationale, par la police, par toutes les collectivités, pour ces quartiers et pour tous les territoires. Tant qu'on n'aura pas ces éléments, je ne vois pas comment s'en sortir. Deux maires avec nous, donc on va demander à Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, et puis à Frédéric Le Turc, le maire d'Arras, si ça n'est qu'une question de moyens aussi pour vous. Alors on démarre avec vous, Xavier Lemoine. Il est légitime que les élus qui objectivement sont dans des villes qui disposent de moins de moyens, ça a été dit, et je souscris à cela. Ce à quoi je ne souscris pas, c'est de dire nous n'y arrivons pas parce que nous n'avons pas les bons moyens financiers, parce que je crois qu'on s'est fondamentalement trompé sur la nature des politiques que l'on devait mener. Je vais donner un exemple tout simple. Le contrat de ville pour la ville de Montfermeil, la part de l'État, c'est 500 000 €. Le budget de la ville de Montfermeil, c'est 45 millions d'euros.
En gros, 1%. Si maintenant, en disant à l'État, en doublant ou en triplant la participation de l'État, de passer de 1% à 3% du budget, je vais vous sauver ma ville, je serai un menteur. Si en revanche, la réflexion que nous avons collectivement menée sur la politique de la ville, et si à partir de là, les 45 millions dont je dispose directement de mon budget sont mis en résonance, en concordance, en cohérence avec les politiques publiques qui sont à mener au regard de la spécificité de nos quartiers, là on a un effet levier qui est tout autre. Et pour mettre un peu les pieds dans le plat, moi je considère à titre personnel, et ça fait 15 ans maintenant que je le dis, que l'enjeu dans nos quartiers n'est ni social, ni économique, ni urbain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement socio-économique et urbain, et ça ne veut pas non plus dire qu'il ne faille pas des politiques de rattrapage sur ces sujets-là. Mais là, on est dans l'ordre des conséquences, on n'est pas dans l'ordre des causes. Et pour moi, plus fondamentalement, l'enjeu dans nos quartiers est d'ordre culturel. Et si, année après année, la Cour des comptes ne cesse de dire, et d'autres acteurs ne cessent de dire, tout cet argent pour ça, c'est que peut-être on n'a pas vu où se situait véritablement l'enjeu. Et que si le devoir d'un élu, c'est d'aller tout de suite au-devant des conséquences d'une situation, son deuxième devoir, quasiment immédiatement après, c'est d'essayer de remonter aux causes. Et que si on travaille par ce prisme-là, en tout cas je m'y suis attaché, on a là aussi des effets leviers considérables qu'on était loin d'attendre et des résultats qui commencent à porter leurs fruits. Ce sont des politiques de longue haleine, dont on ne voit pas tout de suite les résultats, mais qui sont beaucoup plus pérennes, me semble-t-il. Alors c'est un débat de fond, mais celui-ci, on a été interdit de le mener pour un tas de raisons, idéologiques, politiques, etc. Mais en tout cas, moi, c'est le pari que j'ai fait. Ce sont les options que j'ai prises. Et aujourd'hui, la population elle-même me dit, oui, on a compris ce que vous vouliez dire à travers ces enjeux-là. Donc, si on pouvait effectivement remonter d'un cran, parce que je dirais les sempiternelles, pardonnez-moi le terme, lamentations sur les moyens, c'est normal de jouer ce jeu-là. Mais si pendant ce temps-là, on s'interdit d'aller regarder au fond de ce qui se passe, et tout à l'heure, M. le ministre a indiqué quand même qu'il y avait la question du fondamentalisme et du communautarisme est une vraie question, et puis c'est pas uniquement vrai dans les quartiers dits difficiles, c'est également vrai dans nos zones pavillonnaires avec une classe moyenne, etc. Donc on est sur d'autres enjeux. La politique de la ville, à mon avis, il faut la dézoner totalement. C'est pas une affaire de critères socio-économiques, c'est une affaire de critères socio-culturels. Là, on aura un peu progressé. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, grand spécialiste de ces problèmes-là. Frédéric Leturc, maire d'Arras, vice-président de la communauté urbaine d'Arras, délégué à l'habitat et à la politique de la ville, conseiller régional des Hauts-de-France, secrétaire de Ville-de-France. Même question. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue? Pas qu'une question de moyens, au fond. Alors, premièrement, merci de votre invitation. Et c'est vrai que j'ai 25 ans de recul. J'ai 49 ans, mais j'ai 25 ans de recul sur la politique de la ville, et je suis élu du Pas-de-Calais, maire d'Arras, et je pense à deux personnes finalement, une qui a été citée, Jean-Louis Borloo, qui est un constructeur de la mécanique politique de la ville, qui est un vrai sujet en fait, qui ne peut pas se faire sans une dimension humaine très développée, et puis à André Diligent, qui a été sénateur, et qui lui-même, en fait, dans sa ville de Roubaix, encore une ville des Hauts-de-France, a aussi en fait travaillé sur ces questions. Alors non, la politique de la ville et le travail en direction des quartiers n'est pas qu'une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. C'est une question d'état d'esprit aussi, et c'est une volonté de faire ensemble. Et c'est vrai que moi, ce qui me marque depuis ces dernières années, malheureusement, en fait, et pas simplement, je dirais, sous le nouveau gouvernement et autour du nouveau président de la République, c'est que malheureusement, les présidences qui se sont succédées ont un peu oublié qu'on ne pouvait pas faire de la politique de la ville dans la violence, en mettant en fait des sujets caricaturaux sur la table ou en rabotant les moyens. Et quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, y compris d'ailleurs ceux auxquels a appartenu Patrick Kanner, en fait, je pense qu'ils ont un peu perdu le sens des réalités que nous avions en fait à appréhender au quotidien. Et moi, ce qui me marque surtout, en fait, c'est cette volonté permanente des gouvernements qui se succèdent de faire du chamboule-tout. On a besoin d'inscrire son nom, on a besoin d'inscrire sa marque sur en fait une dynamique de cohésion territoriale ou de cohésion sociale. Elle est importante, elle doit être réfléchie, mais elle a besoin en fait surtout
de stabilité, d'être conforté dans le temps, dans la durée. C'est un travail au temps long, la politique de la ville. C'est pas quelque chose en fait qui peut se régler même sous une mandature d'un président de la République. Je ne doute pas en fait que les uns ou les autres aient eu ou aient la volonté de faire et de nous aider. Mais il est clair en fait que pour nous aider vraiment, il faut en fait nous faire confiance aux maires, faire confiance en fait à ceux qui sont en capacité de mettre la mesure sur le terrain, faire confiance aux maires et aux élus qui ne vont pas simplement, je dirais, se faire plaisir en allant déposer des dossiers et chercher de l'argent, mais simplement poser en fait leur réalité sur la table. Et donc ça appelle en fait à une responsabilité supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas une politique de la ville, il doit y avoir des politiques de la ville. C'est-à-dire en fait qu'il y a autant de politiques de la ville que de réalités de territoire. Et il faut qu'on ait des outils finalement qui soient reconnus, à usage de tous, qui nous permettent en quelque sorte d'avoir des états des lieux de nos réalités territoriales et de pouvoir effectivement nous défendre correctement, défendre nos populations, défendre les projets que nous avons pour nos territoires, mais pas en fait obligatoirement se voir obligé de rentrer dans une case, dans un tuyau, dans un dispositif qui serait commun à Marseille, à Bondy ou à Arras. On n'a pas besoin en fait des mêmes moyens, on n'a pas besoin des mêmes choses, on ne vit pas les mêmes réalités. Il faut en fait que l'on puisse travailler à notre dimension. Ça m'amène une question très rapide. Qui doit faire cette évaluation? Pour moi, en fait, confiance aux maires. Confiance aux maires et travail partagé avec l'État. Il n'est pas question, en fait, d'opposer l'État au territoire. Je pense qu'il faut arrêter, il faut en sortir. On ne va pas, en fait, continuer à avancer comme ça. On est ici dans une chambre, le Sénat, qui est une chambre, je dirais, de sagesse et qui sait bien, en fait, l'intérêt de travailler avec les territoires, mais qui sait aussi qu'on ne peut pas faire sans les moyens de l'État. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait à la tête finalement de ces volontés un vrai partage, une vraie volonté de travailler ensemble. Moi, j'ai aucun problème dans le département du Pas-de-Calais pour travailler main dans la main avec l'État. Je travaille très bien avec mon préfet, je travaille très bien avec l'inspecteur de l'Éducation nationale, je travaille très bien avec tous les acteurs qui représentent de près ou de loin l'État. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que tous ces gens qui représentent l'État dans les territoires, ils aient en fait une obligation, voire je dirais une commande, d'écouter et d'entendre les élus locaux, d'écouter et d'entendre les maires en fait, qui sont en quelque sorte ceux qui peuvent battre la mesure de leur territoire. Et avec des réalités d'organisation territoriale différentes. Moi, je suis vice-président d'une intercommunalité qui a pris à bras-le-corps les questions de politique de la ville, dans lesquelles en fait, je me suis inscrit totalement, et qui me permet de trouver et de rechercher les bons équilibres entre une ville d'Arras, qui est une ville centrale, pour un territoire de 100 000 habitants, qui est composé de, allez, on va dire, 40 communes qui connaissent un peu moins la politique de la ville que d'autres. Et donc, il faut aussi, en fait, que les maires fassent leur boulot dans les territoires pour faire comprendre, en quelque sorte aussi, les réalités qu'ils vivent, y compris au cœur des réalités de territoires qui n'entendent pas toujours les mêmes choses. Hein. Donc, il faut, en fait, que cette concordance soit véritablement partagée au niveau de l'État, au niveau des territoires. Merci Frédéric Le Turc de cette intervention. Tout à l'heure, Patrick Canien m'a demandé de saluer d'autres élus qui étaient dans la salle, qui interviendront dans la deuxième table ronde. C'est pour ça que je ne les avais pas nommés, mais bien sûr, Franck Montaugé, Philippe Rio et Catherine Areno, vous êtes bien sûr intervenants dans cette première partie quand vous le souhaitez. On va peut-être tout de suite regarder s'il y a des questions dans la salle. Voilà, et ensuite on prendra des questions arrivées sur le Facebook et le Twitter du Sénat, puisque, Monsieur le Président, ça réagit bien aussi sur les réseaux sociaux. Je vais démarrer côté droit, n'y voyez aucune inclinaison, et ensuite nous irons côté gauche. Bonjour, Malik Lounès, actuel collaborateur d'Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne. Et auparavant, dans une vie antérieure, j'ai été pendant 10 ans le collaborateur du vice-président à la politique de la ville et à la sécurité de la région Île-de-France dans les années 2000. Et auparavant, j'ai été pendant une quinzaine d'années un dirigeant associatif. Je dis ça pas que pour me présenter, parce que je voudrais revenir sur la question de l'argent. Monsieur Epstein a énoncé une vérité qui est quasiment inscrite depuis le début de la politique de la ville, c'est que ces quartiers qui sont censés recevoir
plus d'argent, en fait, reçoivent moins d'argent. Et pourquoi? Parce qu'il y a une perversion au sein de la technostructure dans la façon dont l'administration, notamment l'administration d'État, engage ses crédits. Nous, à la région de France, on avait un problème très simple. Le principe était le suivant. Ces villes reçoivent des dotations comme toutes les autres, et les crédits politiques de la ville viennent en plus pour compenser des handicaps supplémentaires. Et nous, on avait un problème tout simple à la région Île-de-France, c'est que les règles budgétaires nous interdisaient de cumuler sur une même opération 2 subventions de la région Île-de-France. En clair, vous aviez soit des crédits de droit commun, soit des crédits politiques de la ville. Et tous les ans, ça a été une bataille de chiens, et je mesure mes termes, pour obtenir qu'on puisse cumuler ces 2 types de subventions. On s'est heurté à la technostructure en permanence, et moi je vois bien comment ça se passait dans les départements. Une direction départementale de l'emploi ou de l'équipement a une enveloppe budgétaire, elle dit, ben voilà, on a tant d'opérations à faire, tel quartier qui est en politique de la ville a des crédits politiques de la ville, donc on va le sortir des crédits du droit commun et on va emmener nos crédits ailleurs, et le résultat des cours, c'est que évidemment les crédits politiques de la ville ne pouvaient pas compenser l'ensemble des crédits de droit commun, et on arrivait année à année à une situation où ces quartiers qui devaient recevoir plus avec une politique de discrimination positive, eh ben en fait c'était l'inverse. Et ça se jouait dans la machine, c'était pas une question de volonté politique, mais de la façon dont les règles budgétaires fonctionnaient. Nous on a pu les bouger, mais dès qu'on a relâché la pression, le naturel revenant au galop, eh ben aujourd'hui à la région de France, on ne peut pas cumuler une subvention de droit commun avec une subvention politique de la ville. Et c'est un vrai problème. Et c'est con, mais ça se passe comme ça, et on en voit ensuite le résultat. Deuxième remarque en vitesse, de cette expérience de la région Île-de-France, j'ai retenu que quand même il y avait des facteurs structurels qui sont, en tout cas pour ce qui est de l'Île-de-France, le logement et le transport. Quand vous avez une pénurie de logements sociaux au niveau qu'on connaît en Île-de-France, les mêmes populations finissent par se retrouver aux mêmes endroits. Clichy-Montfermeil est un bon exemple, Grigny aussi, c'est-à-dire que les populations les plus pauvres qui n'arrivent pas à se loger ailleurs que dans des endroits qui sont déjà hautement dégradés, qui sont déjà des ghettos, atterrissent dans ces endroits-là. Et vous ne pouvez pas ne pas faire la corrélation avec les transports, et je terminerai là-dessus. Quand vous regardez l'offre de transport en Île-de-France, vous constatez qu'elle est plus faible dans 2 endroits extrêmes, les plus riches et les plus pauvres. Les plus riches parce qu'ils ne veulent pas de nouvelles populations, parce qu'il y a une sorte d'entre-soi, je pense aux Yvelines par exemple, hein, Serge Amanlé étant un exemple, mais pas le seul. Et à l'inverse, vous allez sur le nord du Val, vous regardez l'offre de transport public sur le nord du Val d'Oise, la Seine-et-Marne, il y a Ouellou, alors que ce sont des réservoirs de travailleurs extrêmement importants. Parfois, ça se joue sur des détails. À Paris, on a une offre de métro conséquente et on a énormément de lignes de bus. Trop. À Paris, on sait le temps, dans toutes les stations de bus, vous avez maintenant le temps d'attente avant le prochain bus. Où c'est qui serait le plus utile en banlieue? Il n'y en a pas. Voilà, c'est de moins en moins équipé. Dernière remarque, la présidente de la région Île-de-France vient d'annoncer que tous les policiers franciliens maintenant auraient le transport gratuit. Je dis bien tous les policiers parce que jusqu'à présent, il n'y avait que les Parisiens et la première ceinture, pas la seconde couronne. Pourquoi ? Alors pourquoi les policiers qui habiteraient en Essonne, dans le Val d'Oise ou dans les Yvelines ou dans Seine-et-Marne, et ils sont nombreux, n'avaient pas cette gratuité? Je dis ça parce que tout est à l'avenant. Dire sur n'importe quel détail, vous allez retrouver une différence de traitement. Plus vous vous éloignez de la capitale, plus vous êtes discriminé, moins vous êtes pris en compte, etc. etc. Très bien. Alors, deux réponses à s'adresser à la fois à Renaud Hemstein et à Frédéric Le Turc. Très rapidement, Frédéric Le Turc d'abord. Moi, je dirais, oui, vous avez raison sur les difficultés de cumul du droit commun et de la politique de la ville et des aides, en fait, qui viennent normalement abonder un certain nombre de dossiers. Et ça, je dirais que si le Sénat pouvait établir, je dirais, une proposition avec les 10 clés ou les 20 clés, en fait, qui peuvent décoincer un peu le bazar dans lequel, en fait, on est un peu engourdi, ça fait partie en fait de l'une des clés autour desquelles il faut travailler. Et deuxième chose, pensée globale pour agir efficacement. C'est vrai qu'il faut qu'on puisse en fait appréhender toutes les dimensions de la vie des gens pour pouvoir en fait rendre les politiques de la ville ou la politique de la ville efficace. Si on pense les choses de manière sectionnée par tiroir et par appartement, c'est mort. Il faut en fait. Donc j'en reviens à ceux qui ont capacité avoir une vision globale, et moi je défends en fait la place des maires et des élus locaux en fait pour battre la mesure, pas sans les autres acteurs des territoires, mais je dirais avec un travail commun qu'ils sont en capacité d'organiser. Renaud Hemstein maintenant. En 2 mots, et même si j'ai différentes procédures, différents crédits.
Bon, je vais être un peu grossier, si vous me permettez, dans cette assemblée d'élus, mais on ne peut pas tout renvoyer sur la technostructure, on ne peut pas tout renvoyer sur l'État. La question des inégalités de traitement des quartiers populaires dans les territoires, c'est aussi une affaire de collectivité territoriale, une affaire d'élus locaux. Je ne vais pas citer de territoire en particulier. Il y a des métropoles, il y a des régions, il y a des communes et des intercommunalités dans lesquelles des choix politiques sont faits, des priorités sont faites, dans le cadre d'accords entre élus locaux, dans le cadre de priorités de certains présidents ou de certains élus locaux. Mais voilà, il faut quand même pas tout renvoyer, il faut aussi regarder qu'il y a des choix politiques qui sont faits de traiter de manière prioritaire certains territoires qui rayonnent, certains territoires qui votent mieux. Et soyons clairs aussi, on a des quartiers populaires dans lesquels la crise démocratique est telle, les formes de participation sont devenues tellement résiduelles qu'il n'y a aussi plus tellement d'incitation pour un certain nombre d'élus locaux. Ce n'est pas nécessairement payant pour des élus locaux d'intervenir dans les quartiers. Merci Renaud Hemstein. On va prendre une autre question de la salle, mais avant cela, nous allons prendre une question d'un internaute, puisque vous savez que le Sénat a mis en place un système qui permet sur Internet d'intervenir tout au long de ce colloque et de cette émission de télévision, puisque nous sommes également retransmis sur Public Sénat. Et nous avons une question, alors on va peut-être l'adresser à Xavier Lemoine. Alors vous avez évoqué le dédoublement des classes de CP, au-delà de cet effort que vous avez appelé à prolonger à d'autres niveaux. Quels sont les autres mesures qui vous paraissent nécessaires, notamment pour assurer un meilleur accompagnement des jeunes en dehors de l'école et pour permettre une meilleure implication des parents? Je m'adresse au maire. Dans la question, vous avez formulé la réponse. Je m'étais intéressé à un moment donné très précisément à la question de l'échec scolaire. Et je me suis aperçu que dans 70% des cas, on pouvait partiellement ou totalement l'expliquer par le fait que les parents étaient dans l'incapacité de rentrer en relation avec l'institution scolaire. Et que dès lors, notamment par l'apprentissage de la langue française, on pouvait rétablir les liens et restituer le parent dans son rôle d'éducateur, à savoir être capable par lui-même de lire un emploi du temps, un carnet de notes ou un cahier de correspondance, eh bien les choses revenaient plus facilement dans l'ordre, et s'il y avait des actions de soutien à apporter à l'enfant, c'était beaucoup plus simple, souple, rapide et efficace que de devoir lutter contre l'impossibilité de la famille de rentrer voilà. Et donc effectivement, à chaque fois, essayer de remonter aux causes, et la cause, on s'en avait aperçu, c'était le manque de maîtrise de la langue française. D'où une organisation très spécifique à Clichy-sous-Bois-Montfermeil sur l'apprentissage de la langue française. C'est pas le lieu ce matin d'en détailler les actions, mais qui a fait, je dirais, régresser de manière notable, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Éducation nationale, la question de l'échec scolaire, et qui par ailleurs a eu bien d'autres fruits. Encore faut-il que l'on puisse être en capacité, gentiment, mais avec une relative fermeté, pour des personnes qui sont là depuis, non pas 6 mois, mais depuis 5, 10, 15, 20 ou 25 ans en France, et qui, pour différentes raisons, ne parlent toujours pas le français, de pouvoir leur dire à un moment donné, les enjeux pour vous, les enjeux pour vos enfants sont trop importants pour qu'on puisse vous laisser dans cette situation-là et avoir un accompagnement amical et ferme en même temps, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se satisfaire d'être uniquement dans le traitement des conséquences, mais on a le devoir, à un moment donné, d'avoir un minimum d'exigence pour remonter aux causes. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Je rappelle que nous sommes donc au Sénat ici pour ce colloque banlieue pour un électrochoc républicain. Vous pouvez continuer à poser des questions sur Facebook et Twitter du Sénat. On va prendre une question de la salle tout de suite. Oui, bonjour messieurs, dames. Oui, pardon. Bonjour monsieur le président du Sénat. Là, c'est pour nous les enfants de banlieue. J'habite en HLM, quartier prioritaire à Angers. Et à Trélazé, une des premières villes politiques de la ville, quartier en France. Je suis membre du Conseil national des villes, collège habitant, avec mes camarades qui sont ici, mes collègues. Ça fait plus de 30 ans que je suis à la politique que je connais la politique de la ville. Je suis militant associatif. J'étais leader d'un réseau national et international qui s'appelait Droit de Cité, qui avait un maillage avec les campagnes, les villes et les banlieues sur tout le territoire. J'ai croisé M. Gaudin, Eric Raoult, M. Caner, qui était coprésident du Conseil national des villes, Hélène Geoffroy. Bref, j'ai vu 30 ans de politique de la ville traverser. Aujourd'hui, on a tous une responsabilité morale, tous à notre niveau. C'est-à-dire, la politique de la ville, ce n'est pas une question de moyens. C'est plus de 100 milliards d'euros, et on connaît tous les rapports le disent, c'est un échec. Plus de chômage, moins de république, plus d'inégalités, plus de violence,
On est aujourd'hui en France le pays en Europe qui a ramené le plus de grand nombre de djihadistes en Europe. Depuis la Bosnie, le Yémen, la Yougoslavie, l'Irak, la Syrie. Notre pays a été meurtri dans sa chair, avec des centaines de morts, des milliers de blessés. Aujourd'hui, nos quartiers sont dans une situation radicale et radicalisante, socialement, économiquement, de manière républicaine et laïque. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Jean-Louis Borloo. J'étais pas d'accord avec lui. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a raison d'avoir balayé le plan Macron. J'ai eu grande estime pour Jean-Louis Borloo, qui a été un bon ministre de la Ville. Le problème, pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, la politique de la Ville, le problème, c'est qu'elle doit se plier sur les associations de quartier. Les associations, ceux qui sont présents au cœur de la politique de la Ville, au cœur des quartiers, ceux qui font République. Car la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, on sait bien pourquoi, qui est responsable de cet échec de la politique de la Ville aujourd'hui? Qui? Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, M. Caner, ou vous l'avez rappelé, M. Lemoine, il y a aujourd'hui une montée du communautarisme intolérant, intrusif dans le pays. C'est clair, c'est sûr. La laïcité recule, la République recule. Et aujourd'hui, qui sont responsables? Certains maires de droite et de gauche, qui, par clientélisme, maintenant, aujourd'hui, on s'en mord les doigts. On s'en mord les doigts aujourd'hui. Comment fait-on aujourd'hui? Comment fait-on? La place des jeunes filles et des femmes. Comment fait-on? Qui n'ont plus de droit de cité dans les quartiers. Bref, pour terminer, excusez-moi, parce que là, le Sénat, nous, c'est très, très, très rare hein, qu'on soit invité. Valérie Létard, qui a été aussi, qui a dynamisé aussi le Conseil national des villes, et je lui rends un très grand hommage, très grand respect à Valérie Létard aujourd'hui présente. Et vraiment. Et aujourd'hui, vraiment, nous, on a besoin aujourd'hui. Nous, on fait de la résistance aujourd'hui. Nous sommes des digues républicaines aujourd'hui, les associations de proximité. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, on souffre. Et une association de proximité qui disparaît, c'est la République qui recule. Et voilà, et donc moi, je voudrais rendre hommage aussi au collège habitant du Conseil national des villes. C'est vrai que le président Emmanuel Macron, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Bref, il y a un conseil présidentiel des villes. Mais ce que je voulais dire juste rapidement, parce qu'on en a gros à la patate, en fait, vraiment, juste terminer, c'est que le Sénat, aujourd'hui, on est tous responsables moralement par rapport à ce qui se passe dans le pays, chacun à notre niveau. De simples citoyens aux élus et les parlementaires. La République, l'État n'a pas compris les quartiers, et les parlementaires de droite et de gauche que je rencontre depuis des années n'ont pas compris les quartiers aujourd'hui. Appuyez-vous sur nous. C'est ce que j'ai dit à Jean-Louis Borloo, à qui je rends hommage et que je connais très bien. Mais voilà, donc merci. Voilà, rappelez votre nom. Ahmed Imzil. Merci beaucoup. Merci. Bon, voilà un témoignage voilà, clair et net. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Renaud Einstein. Vous êtes... Si, dans le sens où vous considérez que des élus au fond, qui font du clientélisme. Vous en parliez. Non. Moi, je parlais pas de clientélisme, même si c'est une pratique qui existe pas du tout, pas que dans ces quartiers, loin de là. Et je dirais bien, à bien des égards, le clientélisme a fait partie historiquement des processus qui ont permis à un certain nombre de groupes minoritaires d'accéder à des ressources dont ils étaient exclus. Donc, non. Qu'il y ait du clientélisme dans ces quartiers comme ailleurs, je n'en doute pas. Moi, ce que je pointais, c'était des choix dans l'allocation des ressources public, indépendamment d'une question d'attribution à des personnes dans des rapports politiques. Voilà, c'est qu'on priorise des investissements sur certains territoires plutôt que sur d'autres. Voilà. Est-ce que vous avez entendu cet appel du Sénat, Président Larcher, comment on peut y répondre? Vous avez entendu ce cri? J'ai d'abord entendu, et je crois que ce n'est pas en s'opposant les uns aux autres, que la vraie réponse de la cohésion, c'est d'être cohérent dans nos politiques et d'être cohérent dans les travaux qui sont conduits aussi bien par l'État, les élus, les associations de quartier ou les associations tout court et la vie économique. Ça n'est qu'ensemble. Et quand Xavier Lemoine dit que la dimension culturelle est extrêmement importante, si je regarde la différence de politique d'intégration, un sujet sur lequel je suis en train de travailler avec Marcel Gaucher, un peu à titre personnel, c'est trop tôt pour vous dire l'état de ma réflexion. Mais quand je vois que nous consacrons budgétairement sur l'apprentissage de la langue française moins de 180 heures par an, alors que les pays d'Europe du Nord y consacrent entre 700 et 900 heures, et vous dites que nous avons un problème à la source. Et celui qui ne maîtrise pas une langue, comment voulez-vous lui parler de la promesse républicaine si on n'a pas en commun cette réalité-là?
Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Et pas pour critiquer les uns par rapport aux autres, vous allez dire, il y a une prise de conscience, je vais vous dire, parce que j'étais à ce moment-là au gouvernement, je découvrais, qui a été celle de l'interpellation qu'a reçue Jacques Chirac. Mais derrière, sans doute, cette dimension culturelle, mais qui est une dimension qui commence à l'éducation. Voilà pourquoi dédoublement de CP, de CE1, tout ça, très bien. Mais je rappelle quand même que derrière, il faut que des élus construisent des écoles. Non mais, c'est du concret. Et quand vous êtes à Allonne et que vous voyez la nouvelle école, vous voyez bien que budgétairement, ça a absorbé des capacités assez exceptionnelles. Et que s'il n'y a pas une forme de soutien quand même financier, derrière tout ça, c'est pas dans des préfats mis en grande hâte que vous aurez quelque part une promesse républicaine. Donc je crois, et c'est le rôle du Sénat, me semble-t-il, et c'est pour ça que je voudrais remercier 2 sénateurs et non des moindres, de sensibilités différentes, de se dire, quand même, les valeurs de la République, on les porte ensemble. Et on les porte ensemble, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais il y a quelque chose de fort. Et quand je vois la diversité à cette table et devant, ça fait 4 fois que je parle d'Allonne, on ne peut pas dire que je sois avec le maire d'Allonne dans une totale concordance historique, sauf si on remonte au FFI ou au FTP, mais c'est très ancien, et on doit être 10 à comprendre encore ça. Mais ce que je veux dire, et ça c'est important, on a besoin de vous, mais on a besoin des élus, on a besoin de l'État, et on a besoin des chefs d'entreprise. Mais pas par petits coups, il faut une vraie politique globale. Voilà comment je vois les choses. Voilà, réponse de Gérard Larcher. Patrick Caner, oui, vous avez entendu que c'était en écho, de... Les différents gouvernements ont été mis en cause par ce jeune homme. Si les différents gouvernements avaient tout réussi, on ne parlerait pas de politique de la ville. Simplement, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que chaque gouvernement a pu tenir compte des forces et des faiblesses des gouvernements précédents pour essayer d'améliorer les choses. Et donc il y a une continuité républicaine qui doit être respectée en tant que telle. Je voudrais réagir à propos du président Larcher concernant les écoles. Quand j'ai suivi donc le dossier de l'ANRU 2, donc celui qui aujourd'hui est financé à hauteur de 5 milliards plus 1 milliard et on l'espère 4 milliards supplémentaires, je rappelle que quand même l'ANRU c'est quand on investit 1 euro, c'est 4 euros de réalisation effective. Donc le plan Borloo initial, il a permis la réalisation de plus de 40 milliards d'euros de travaux. Ça peut paraître énorme, mais c'est tellement peu par rapport à l'échelle des besoins. Et moi, je vous le dis, il y aura un ANRU 3, il y aura un ANRU 4. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de se projeter, même si le temps des habitants n'est pas le temps des décideurs. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'un habitant, quand on lui dit « mais on va changer votre quartier », c'est pour tout de suite. Et non, il faut du temps pour se faire. Un mot donc sur l'ANRU. L'ANRU ne peut pas se limiter qu'au logement. L'ANRU doit intégrer les espaces publics, les écoles, les services publics en général. Parce qu'il est vrai, M. Larcher a raison de le dire et de l'affirmer fortement, si on ne donne pas des perspectives de qualité de services publics aux habitants dans ces quartiers, ils considéreront que l'État les abandonne. Et ça, il faut l'avoir en tête naturellement. Alors, je vais vous donner la parole, Xavier Lemoine, après. Je vais prendre une question d'un internaute qui s'appelle Gianni Abadi, qui demande: que suggérez-vous pour apaiser les banlieues et lutter contre la violence, les narcotrafiquants, la prostitution, dans le temps où la police n'est plus respectée? Faut-il changer de méthode avec une justice plus mobilisée? Je vois Renaud Einstein qui est au pin du chef, et je voudrais que Xavier Lemoine réponde à cette question de cette femme. Je vais vous parler avec 30 ans d'expérience en Seine-Saint-Denis de la politique de la ville sur Clichy-sous-Bois, Montfermeil, 16 ans comme maire. J'ai connu la politique de la ville, particulièrement coûteuse, avec des gens extrêmement investis, mais dans des conditions d'habitat où les conditions de dignité et de fierté n'étaient pas réunies. J'en suis arrivé à la conclusion suivante. Tant que nous n'aurons pas redonné dignité et fierté à travers la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'espace public, toutes les politiques sociales que l'on voudrait mettre en place ne peuvent pas être opérantes. Donc la dignité et la fierté, c'est un préalable, ce n'est pas suffisant. La question de la sécurité, on peut discuter sur la manière, le mode opératoire de la police. C'est un des ministères qui sait se réformer le plus rapidement possible. Ce n'est pas le cas forcément de l'Éducation nationale. La justice, question de moyens
Et de toute façon, les lois sont faites par le législateur, donc j'irai à la limite, elles échappent à ma compétence, quand bien même je peux éventuellement suggérer des choses. Mais plus fondamentalement, que voulez-vous que puissent faire la police et la justice si les habitants, par manque de dignité et de fierté, n'ont rien à défendre? Vous êtes seuls face aux narcotrafiquants, etc. Le jour où vous avez redonné dignité et fierté, la population a quelque chose à défendre, et à ce moment-là, elle rebascule du côté des institutions. Et à ce moment-là, c'est là que les ennuis commencent pour la délinquance. Et là, les moyens habituels de la police et de la justice, alors on peut toujours les peaufiner, les améliorer, etc., sont suffisants pour parvenir à un niveau d'équilibre qui est tout à fait acceptable. Mais tant que vous n'avez pas rebasculé ces populations-là du côté des institutions et donc redonner confiance, eh bien tous les efforts, ce sont des efforts violents que vous ferez et éventuellement même qui viendront, vous aurez la population contre vous parce que la population est dans une logique de survie. Elle regardera qu'il y a des chances de gagner. Si ce sont les institutions, elle rebasculera de ce côté-là. Si c'est les délinquants, elle basculera du côté des délinquants par survie, non pas par malhonnêteté intellectuelle ou autre, mais c'est parce qu'elles sont dans une logique de survie. Tant qu'on n'a pas compris ça, les débats sur la justice et la police sont relativement vains. Donc il y a des préalables et après il faut continuer à construire. Parole de Montfermeil. Renaud Epstein, là-dessus. Oui, deux réactions très très rapides. D'abord sur le message de votre, alors je sais pas, c'est internaute. Parler des narcotrafiquants, effectivement, le trafic de drogue est un problème dans de nombreux quartiers, mais bon, il faut, à un moment donné, il faut arrêter. Et tant qu'on ne posera pas la question de la dépénalisation du cannabis dans ce pays, on entretiendra le trafic dans ces quartiers, on entretiendra la délinquance dans ces quartiers, et on est sans aucun doute... Désaccord du maire de Montfermeil. Mais j'en doute pas une seconde, et pas que sur ce point, sur d'autres, mais bon, regardons un peu ce qui se passe dans le reste du monde. La France est en train de devenir le pays le plus à la traîne en la matière. Regardons ce qui se passe aux États-Unis, regardons ce qui se passe un peu partout en Amérique du Sud, en Europe. Et à un moment donné, arrêtons de faire permanence référence aux bonnes expériences dans notre pays et là-dessus, de continuer l'opacité. Quant à la question de savoir si la police nationale est capable de se réformer, je suis dans un laboratoire qui s'appelle le CESDIP, qui est spécialisé dans la question des réformes policières. On a énormément de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et qui nous montre quoi? Qui nous montre qu'il y a un vrai problème, un problème central dans les quartiers et dans la police française, dont souffrent à la fois les habitants des quartiers et les policiers qui interviennent, qui est la défiance. Et l'incapacité à organiser une confiance des habitants des quartiers, comme d'ailleurs du reste de la population, dans la police, et réciproquement une confiance de la police dans ses habitants qui leur permettrait d'avoir accès à des informations, qui leur permettrait d'avoir un relais de la société tant qu'on ne sortira pas de ça et qu'on aura une police qui est irréformable telle qu'elle est aujourd'hui, là-dessus je suis en désaccord avec Xavier Lemoyne, on continuera à avoir ce qu'on voit, c'est-à-dire sporadiquement des violences, des émeutes. Voilà, Renaud Epstein, merci. Alors, dès qu'on parle de la dépénalisation du cannabis, dans ce pays ou dans les débats ou à la télévision, j'en parle aussi pour Territoire d'Info, c'est immédiatement des réactions passionnelles. Ouais. Alors, immédiatement. Alors, peut-être tout de suite, Philippe Dallier, vous vouliez intervenir. Oui, mais pas particulièrement sur... Xavier Lemoyne et Frédéric Le Turc aussi. Pas particulièrement sur ce sujet. Mais je voudrais dire que parmi les choses qui ont beaucoup changé dans les 20 ou 30 dernières années, c'est le sentiment que les lois de la République ne s'appliquent plus de la même manière partout sur le territoire de la République. Ça, je dois vous dire que chez nos concitoyens, cette idée-là progresse très fortement, et pas seulement dans les quartiers les plus difficiles. Alors c'est vrai que la Seine-Saint-Denis, c'est un objet particulier, a une dimension particulière. Et le rapport des deux parlementaires ne parle pas seulement des quartiers en Seine-Saint-Denis, mais de la situation de ce département de la Seine-Saint-Denis. J'ai été à la tête d'une commune pendant 22 ans qui n'est pas emblématique du tout des problématiques de politique de la ville. Mais quand je vois comment les choses ont évolué et le ressenti de la population, je suis très, très inquiet. Et concrètement, quand je vois ce qui se passe sur le terrain, vous m'auriez demandé il y a 20 ans où est-ce qu'il y avait un point de deal dans ma commune, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je vous donne 5 adresses où en permanence, du soir au matin, tout le monde sait que ça trafique et la police nationale n'en vient pas à bout et les élus n'en viennent pas à bout. Et les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que cette situation où effectivement, de manière ouverte, les trafics s'organisent même dans les quartiers, même hors des quartiers. Sur le point précis de la dépénalisation. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça répond en partie à ce que disait monsieur. La nature a horreur du vide, oui. Et si effectivement le phénomène de communautarisme, de radicalisation, les prises en main des quartiers par les trafiquants
pourquoi tout cela est possible? Mais parce que l'État, alors je ne vais pas dire l'État a disparu, parce que c'est, voilà, la formule est peut-être trop forte, mais en tous les cas parce que l'État n'est pas présent à la hauteur des problèmes et des enjeux. Et donc quand on dit qu'il faut que ça fonctionne sur deux jambes, cette jambe-là, elle est impérative. Et si l'État n'est pas de retour, et si on n'arrive pas effectivement à faire appliquer la loi de la République de la même manière partout, ben, tout le reste, ça sera un emplâtre sur une jambe de bois. Frédéric Le Turc, maire d'Arras, sur cette affaire du cannabis, vous vouliez réagir? Moi, je rebondis et je prolonge ce que disait le sénateur en disant que la République a besoin d'être présente partout. Et elle a besoin de définir, en fait, quels sont les sujets de priorité autour desquels on construit la République. Et je pense, en fait, que l'éducation, l'école, en fait, n'est pas suffisamment mis au cœur des politiques publiques. Même si, en fait, on entend bien que ce soit une priorité, et je vois bien, en fait, les décisions qui ont été prises par le gouvernement, reconnaissons-le, qui vont plutôt dans le bon sens, mais disons que si c'est vraiment une priorité nationale, il faut que, à la fois, la priorité soit confirmée dans le temps, et deux, en fait, que les moyens y soient associés. Deuxième chose, si on parle en fait de police, si on parle d'enseignants, si on parle d'agents de la fonction publique présents dans les quartiers, dans les territoires, la formation, c'est la clé. On ne peut pas en fait s'inventer enseignant de la même manière en fait que dans un secteur en fait ou dans un autre qui ne sont pas imprégnés et confrontés aux mêmes difficultés. Si en fait les enseignants ou si les policiers ne sont pas accompagnés pour faire face aux réalités qui sont les leurs, c'est compliqué pour eux de pouvoir agir. Troisième chose, sur la dépénalisation, sur la drogue, etc., c'est un peu comme le mariage pour tous, c'est un peu en fait comme l'adoption ou la... Voilà. Ce sont des sujets qui vont être posés sur la table et qui vont être appréhendés de manière violente. On a besoin en fait de prendre le temps d'un débat de société qui évite finalement de rentrer dans une course à la médiatisation et aux clics qui simplement en fait vont faire de l'audimat mais pas obligatoirement poser le fond. Donc je ne répondrai pas à la question, mais simplement il faut tirer les leçons d'Al Capone peut-être ou d'un certain nombre de trafiquants qui à l'époque commercialisaient l'alcool. L'alcool est devenu en fait commercialisable. Les problèmes en fait ont été gérés. Vous répondez en autrement. partie là. Voilà. Xavier Lemoine, rapidement, maire de Montfermeil, sur cette question de la dépénalisation du cannabis. Très rapidement, les profits sont tels, l'économie générée est telle que quand bien même vous l'auriez dépénalisé, il va bien falloir retrouver des profits ailleurs. Donc, on a un produit que l'on connaît à peu près. Je ne voudrais pas que la recrudescence des faits prostitutionnels dans nos cités soit pas déjà l'économie de substitution si jamais on venait toucher à la dépénalisation du cannabis. Donc je dis attention, regardons bien les affaires. Alors c'est un vrai débat qui mérite effectivement d'être posé tranquillement et pas en 5 minutes là, donc je n'en dirai pas plus. Je conteste le fait que la police ne sache pas se réformer. Elle a su, à certains endroits, lorsqu'elle était accompagnée, le faire et bien le faire. Ce n'est pas massif, effectivement, et je regrette de voir des comportements et des incompréhensions entre la police et la population dans de trop nombreux endroits. Mais c'est un ministère qui est ouvert à ce genre de réflexion. Elle l'a déjà prouvé, en tout cas, moi je l'ai vécu depuis 15 ans que je travaille avec eux. Par contre, en revanche, la manière de faire la classe, quelles que soient les écoles, c'est à peu près la même chose. Alors que les disparités sont telles que là, il y a de vraies choses à réinventer. Le dédoublement est un début de réponse, mais il y aurait bien d'autres choses à faire, me semble-t-il. Et là, on est en dessous de la main. Là. Merci Xavier Lemoine. Bizarrement, paradoxalement, Patrick Caner, le cannabis nous réveille ce matin. On va poser une question dans la salle. J'ai le micro. Merci, vous êtes bien aimable. Drissette Azaoui, vice-président de l'agglomération d'Évreux. Je vous écoute depuis tout à l'heure et pour le jeune élu que je suis, jeune au sens où c'est mon premier mandat, non pas jeune dans l'âge, vous l'aurez bien compris, et moi qui ai coprésidé la commission Images des quartiers dans le cadre du plan de mobilisation nationale, je suis quand même quelque peu bousculé dans les convictions qui sont les miennes, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis que tout ça est retransmis, et sans nier les difficultés au sein de nos quartiers, économiques, urbaines, sociales, culturelles, cher Xavier Lemoine, elles sont réelles. En même temps, comme dirait l'autre, pour qui j'ai beaucoup de considération, je me dis prostitution, radicalisation, trafic de stupéfiants, décrochage scolaire. Moi, je me mets à la place des 5,5 millions d'habitants qui nous écoutent aujourd'hui,
à qui nous devons quand même un peu de considération, même beaucoup de considération, qui ont le droit à la dignité, et dont les uns et les autres dressent un tableau pour le moins sombre du cadre de vie, de l'environnement qui est le leur. Alors moi j'ai envie de mettre une touche d'enthousiasme, de lumière ou de bienveillance sur les quartiers qui sont les nôtres, parce que sur ces territoires-là, quand on médiatise l'hyper-échec de 2 à 3% de ses habitants, ou quand on médiatise l'hyper-réussite de 2 à 3% de ses habitants, entre les deux, vous avez 95% de ses habitants qui ne demandent rien, sinon le droit à la normalité, sinon le droit à la banalité. Monsieur le Président du Sénat, qu'on leur rende leur dignité. Ce ne sont pas les territoires perdus de la République. Ce sont les territoires gagnants de la République, et Jean-Louis Borloo a su le dire, et pour cela, je lui rends hommage. Et je pense que, et les uns et les autres, dans la responsabilité qui est la nôtre, parce que dans les débats et les échanges que nous avons, nous contribuons d'une manière directe ou indirecte à forger. Vous parlez de grands spécialistes, et vous avez raison de le dire en parlant de Xavier Lemoyne tout à l'heure. Et pour la personne qui est derrière son écran interposé, quand un grand spécialiste parle, ce qu'il dit est vrai, et donc j'en fais une vérité, une réalité. S'il me dit que ces quartiers ressemblent à la manière dont ils les décrivent, ben écoutez, ça devient une vérité pour tous. Et je pense qu'il est nécessaire pour les uns et les autres de nuancer les propos qui sont les nôtres, sans jamais effectivement négliger ou se voiler la face sur la réalité qui mine et qui taraude nos quartiers. Voilà, de l'enthousiasme. Renaud Epstein. Vous voyez acquiescer et non, sourire. mais j'ai rien à ajouter à ce qui a été dit, si ce n'est de dire que le président de la République, lors de son discours de Tourcoing puis de l'Élysée, a annoncé ce qu'il avait dit, un changement de philosophie, un changement de méthode. Alors, je ne suis pas certain qu'on ait tous vu en quoi il y avait un changement de méthode, mais bon, peu importe. En tout cas, en termes de changement de philosophie, moi, ce que j'observe très clairement, c'est, je ne sais pas si c'est une philosophie, mais un changement dans le discours public au sommet de l'État. Et que ce discours qui a été le sien et qui rejoint ce que vous dites, qui était un discours de valorisation des quartiers, qui cesse de permanence mettre le zoom sur ce qui va mal dans les quartiers, me semble... Moi, je crois non seulement en l'action publique, mais je crois en la parole publique. Et je crois que ces discours, et vous avez raison de nous le rappeler à l'Assemblée d'élus qui est ici, les discours, et notamment les discours des responsables politiques, sont importants dans la construction d'une image. Voilà. Ceci étant dit, on ne peut pas se limiter à le simple discours. Et que la question derrière, si le discours ne vient que masquer après une démobilisation, une absence ou en tout cas une absence de mobilisation des politiques publiques et des ressources publiques en faveur de ces quartiers pour rétablir une égalité de droit, à ce moment-là, ces discours sont des mensonges. Mais il est important de les tenir et il est important de mettre en adéquation l'action derrière. On va venir vers Xavier Lemoyne maintenant, qui a un mot rapide. Très rapidement pour vous dire que j'ai aucune difficulté à m'exprimer de la manière dont je m'exprime, tout simplement parce que 95% de ma population qui vit dans les quartiers politiques de la ville ne demande qu'une chose, c'est de ne plus être l'otage des 5% dont on discute. Alors il nous occupe peut-être beaucoup, on croirait que les quartiers sont à l'image des difficultés que l'on rencontre, c'est plus subtil que ça, et croyez-moi, la population ne s'y trompe pas, et elle sait que ces 5% qui leur pourrit la vie, ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on les délivre. Messieurs et mesdames les maires qui sont présents dans cette salle, il y a une question d'une internaute qui est sur Facebook, d'ailleurs sur le Facebook du Sénat, Sarah Thibault, elle se nomme. Elle dit « C'est toujours les grands principes, mais il faudrait des idées concrètes. Les associations n'ont plus de moyens, le bénévolat n'attire plus. » Est-ce que c'est vrai ça, Frédéric Le Turc, par exemple, rapidement? Est-ce que le bénévolat, parce qu'on dit tout le temps que, au fond, en France, cette immense force, cette immense énergie, elle vient aussi du bénévolat. On a vu à l'Élysée, le président de la République, quand il a reçu les Bleus, avait invité énormément de bénévoles, de gens qui encadraient des jeunes, etc. Est-ce que c'est vrai que ça n'attire plus? Moi, je très vite. Moi, je dis non. Le bénévolat existe encore dans le pays. En fait, on le voit quand on est présent sur le terrain, élus locaux. On a quand même la chance d'avoir des militants et des acteurs en fait républicains qui sont très présents partout dans le pays. Enfin, il faut quand même reconnaître l'engagement bénévole et gratuit en fait de beaucoup de Français pour essayer d'apporter du bien autour de soi. Par contre, la difficulté qui est la leur, c'est aujourd'hui ce que l'on rencontre aussi quand on est autour de la table, comme aujourd'hui, à parler de la politique de la ville. C'est ce que l'on vit un peu partout, c'est que les moyens sont difficiles à trouver, y compris pour eux, et que c'est un peu la croix et la bannière
pour réussir en fait à réunir les moyens dont ils ont besoin pour agir. Voilà, ça c'est vrai. C'est pour ça en fait qu'il faut qu'on soit plutôt rassemblés autour de ce qui est bon et de ce qui est juste, plutôt que divisés. Parce que si on démultiplie en fait le nombre de projets à soutenir, on n'est pas obligatoirement toujours à soutenir les meilleurs qui correspondent aux vrais besoins dans nos quartiers. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure un interlocuteur précédent en disant que dans les quartiers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs et que si moi j'ai accepté de venir ici, par exemple pour témoigner sur la politique de la ville, c'est parce que j'estime que l'avenir du pays se joue là. Et qu'il y a énormément de valeurs en fait, et de personnalités intéressantes à pousser, à encourager, et que ça passe par un certain nombre de priorités, des clés pour réussir. C'est ce que j'attends peut-être de ce colloque du Sénat. Voilà, Xavier Lemoine, alors le bénévolat. Rapidement, je pense que la générosité, le dévouement et la disponibilité, cela existe toujours. C'est peut-être la manière dont ça s'incarne, la manière dont on avait, nous, l'habitude, entre guillemets, de pouvoir compter sur les uns et les autres qui change. Et donc, il faut nous-mêmes, dans nos pratiques, dans nos organisations, évoluer. Mais très honnêtement, quand on voit la générosité qu'il y a dans ces quartiers, heureusement qu'il y a... Ça, c'est un socle d'espoir, alors. Oh, c'est plus qu'un socle d'espoir, c'est ce qui nous fait tenir les quartiers. Merci Xavier Lemoine. Patrick Haner, je reviens à vous. J'ai un maire d'une petite ville. Jean-Paul Dupré, vous vouliez poser une question, je vous en prie, allez-y. Vous avez un micro devant vous, allez-y. Bonjour à tous. En fait, ma présence dénote par rapport à ce qu'est l'assistance. Je représente le milieu rural. Maire d'une ville de 11 000 habitants qui bénéficie d'un contrat-ville, de la politique de la ville, mais également représentant pendant 20 ans à l'Assemblée nationale d'une circonscription qui compte 298 communes. Donc nous sommes au cœur de la ruralité. Alors en ayant eu connaissance de ce colloque, et je vous remercie pour l'invitation, je me suis dit qu'il était intéressant d'y participer pour mieux percevoir ce que peuvent être les similitudes entre les banlieues et la ruralité. Alors tout d'abord, si vous permettez, petit rectificatif, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait moins de moyens dans les banlieues que dans les autres territoires, y compris la ruralité. Alors vous m'excuserez, je ne sais pas si vous venez souvent dans la ruralité profonde, ils sont dans l'agonie totale, pour ne pas dire dans l'attente de, excusez-moi du terme religieux, de l'extrême onction. Et tout cela amène des petites communes à disparaître, à essayer de se regrouper avec d'autres, sauf que deux pauvres, ça fait rarement un riche. Mais nous avons effectivement beaucoup de similitudes. Alors, il faut que vous sachiez également que je m'occupe au plan national depuis des années des missions locales d'insertion. Et ces missions locales d'insertion ont concrètement un effet très important par rapport à l'insertion des jeunes, que ce soit dans les banlieues, soit en milieu rural. Il ne vous a pas échappé que la première cause du chômage chez les jeunes, c'est le problème de la mobilité. Et le problème de la mobilité, on le rencontre partout. Monsieur qui est assis devant moi en faisait état, je crois que c'est vous, tout à l'heure. En milieu rural, bien, c'est à peu près la même chose. La mobilité, c'est très, très difficile à percevoir. Alors, tout à l'heure, un internaute a évoqué le fait qu'il fallait être concret. Mais effectivement, oui, je crois qu'il faut être concret. Des colloques, nous en avons toutes et tous tenus. Alors, que restera-t-il de celui qui se tient ici, aujourd'hui, au Sénat? Que se passera-t-il concrètement dans les jours, dans les semaines à venir, pour que cet électrochoc républicain ait lieu? Alors, des moyens, il en faut, c'est absolument indispensable, mais ce qu'il faut également, surtout, que ce soit en banlieue ou ailleurs, c'est de la cohésion sociale avec la participation citoyenne la plus large qui soit. C'est-à-dire un rapprochement avec l'éducation nationale, avec les consulaires, car il ne faut pas oublier que c'est l'entreprise, qu'elle soit solidaire, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, qui crée l'emploi, également le monde associatif. Donc c'est au travers de cette cohésion sociale, de cette participation et de l'adaptation à la sociologie du territoire, il a été fait état tout à l'heure, donc que nous devons aspirer. Je vais citer juste un exemple vis-à-vis de la... Oui, de l'approche de la... J'arrive des bords de la Méditerranée, monsieur, là, alors... Ah, c'est pour ça que vous avez si bonne mine. Reprendre la parole, voilà. Donc, juste vous dire que nous avons créé,
il y a en 2013 le cercle jeune destination entreprise avec des grands groupes d'entreprises et les missions locales. Bien, nous avons passé un accord avec l'Académie de Versailles pour aller avec les chefs d'entreprise auprès des lycéens pour faire en sorte qu'ils ne découvrent pas l'entreprise le jour où ils sont sortis du système scolaire. Et nous avons donc effectué les premières expériences avec les lycées de Villeneuve-la-Garenne. Voilà, je voulais vous apporter tout ça, mais surtout, je me rends compte que la similitude entre la grande banlieue, je connais quand même un peu, et le milieu rural, elle existe réellement. Alors, pour conclure, je vais vous dire que le cannabis, il se cultive chez nous en milieu rural. On veut s'éloigner du cannabis. Monsieur le Président, on y revient. Rappelez-nous le nom de la commune dont vous êtes maire. Limoux. Dans le micro. Limoux. Limoux, très bien. Qui se trouve, rappelez-le? Qui se trouve dans l'Aude. Dans l'Aude, capitale Carcassonne, sous-préfecture Narbonne et Limoux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais prendre une question de la salle. Allez-y. Votre nom? Diafouka Régis, chef de projet pour l'association Imaginarium Life sur le territoire Clichy-sous-Bois-Montfermeil. En fait, je vous écoute depuis tout à l'heure et puis on parle beaucoup de politique de ville, mais en fait, j'ai du mal à... Ce que j'aimerais sortir de ça, c'est qu'on ne parle pas assez de politique de coéducation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'école, de la famille, le côté culturel qui est cher à Monsieur Lemoine. On parle aussi des associations, mais finalement, en fait, plus on parle, et moins on arrive à trouver d'accord finalement, parce qu'on met des diagnostics un peu, en tout cas, on essaie d'objectiver, hein, que ce soit sur la famille, sur l'école, mais finalement, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui fasse lien. En fait, mis à part la politique de la ville, à défaut, peut-être pourquoi on ne pourrait pas construire une politique de coéducation, vraiment pour réunir tous les partenaires, la famille, l'école, l'État aussi, on parle beaucoup de l'État aussi, mais l'État aussi, c'est aussi un facteur d'éducation. Et je voulais répondre aussi au monsieur qui est de l'autre côté, en fait, par rapport aux associations, voilà. Et en tout cas, je trouve qu'il a raison, parce que finalement, les associations, on travaille beaucoup sur la singularité. On travaille beaucoup avec l'individu. On travaille beaucoup avec le jeune qui vient déposer des choses. Et c'est vrai que finalement, non pas en manque de moyens, mais c'est surtout de pouvoir faire remonter ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec arriver avec le nombre de jeunes qui arrivent sur la ville, le nombre de la fréquentation. Mais finalement, on ne remonte pas assez justement avec ces vraies problématiques. Et c'est peut-être ça, en fait, qui nous permettrait, en tant qu'acteurs de coéducation, de pouvoir vraiment travailler une offre. C'est-à-dire vraiment arriver avec une offre de politique. Oui, je fais vite, mais en même temps, c'est vrai que pourquoi on ne pourrait pas créer une vraie offre? C'est-à-dire que par rapport au territoire, on parle d'équité, créer une offre par territoire. C'est-à-dire qu'avec vraiment des vrais diagnostics par territoire et non national. Bon, merci de votre intervention, bien sûr. Tout à l'heure, vous savez qu'il y a une deuxième table ronde. Beaucoup de questions que vous posez, notamment la question du maire de Limoux, Jean-Paul Luprin. On tentera de trouver des réponses aussi avec le thème de la deuxième table ronde de ce colloque au Sénat, banlieue pour un électrochoc républicain, diffusé également sur Public Sénat. Deuxième table ronde qui a pour thème la reconquête. Tout un programme, on y reviendra. Un petit mot de Patrick Canet en réponse rapide, s'il vous plaît. En réponse, c'est en écho. Là aussi, on a parlé beaucoup de logement, de services publics, d'aménagement des espaces publics, mais il n'y a pas de politique de la ville réussie, et dans ce cadre-là, elle peut être un exemple formidable pour les autres quartiers qui sont en dehors de la politique de la ville sans l'intervention associative. Vraiment, je me permets d'insister sur le sujet, la place des habitants au travers du secteur associatif, la reconnaissance du bénévolat. Et aujourd'hui, il y a un texte que j'ai porté qui s'appelle la loi égalité et citoyenneté qui reconnaît, sûrement imparfaitement, mais qui reconnaît l'engagement comme étant un élément de cohésion sociale. Le secteur aujourd'hui associatif est un peu désespéré, disons-le. Avec des mesures de restriction et des mesures aussi peut-être de manque de reconnaissance de ce que cela apporte. Moi, je souhaite qu'il y ait une sorte de revitalisation de ce qu'on pourrait appeler, il y a encore 60 ans, 70 ans, l'éducation populaire. C'est pas un gros mot, l'éducation populaire. C'est de permettre à ceux qui sont passés à côté des radars de pouvoir réintégrer les bienfaits d'une société républicaine par l'intervention
de personnes qui ne sont pas du corps enseignant, même si bien sûr il faut que le corps enseignant soit mobilisé. Et d'ailleurs bien souvent l'éducation populaire fonctionnait avec des enseignants bénévoles, des enseignants en retraite sur le sujet. Je pense que la politique de la ville peut être un outil de recréation d'une forme d'éducation populaire qui aujourd'hui nous manque cruellement dans ces quartiers. Voilà, alors on va très rapidement donner la parole aux deux maires qui sont présents sur la tribune. Ensuite, Philippe Dallier, un petit mot. Et puis ensuite, c'est Valérie Létard qui va conclure cette première table ronde. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que évidemment, vous êtes tous invités à rester pour la deuxième table ronde qui a pour thème la reconquête, qui effectivement va tenter de dessiner quelques solutions. Je vous demande d'être rapide pour qu'on, comme en télévision, puisqu'on est en télévision, on tienne les temps. Frédéric Le Turc d'abord, Xavier Lemoine et Philippe Dallier avant Valérie Létard. Très vite, s'il vous plaît. Je dirais simplement que vous avez raison. Et il ne faut pas opposer l'action des associations, l'action en fait des acteurs institutionnels dans les territoires. Je dirais qu'on doit travailler main dans la main. Ce qui est vrai au niveau local est vrai aussi au niveau national. On doit travailler en fait État et territoire ensemble. Et si on veut être efficace, il ne faut pas travailler simplement les masses. Il faut aussi travailler en fait sur mesure. Les individus ne sont pas les mêmes, les parcours ne sont pas les mêmes. Et si on veut être efficace, il faut démultiplier la capacité que nous avons à être présents aux côtés. Et il faut aller vers les gens et travailler avec eux. Si on ne travaille pas avec les habitants, je dirais qu'on ne fait rien. Et deuxième chose, en fait, quand vous parlez de coéducation, vous avez totalement raison. Sur la ville dont je suis maire, Arras, on a un projet éducatif territorial qui intègre toutes ces dimensions et qui a placé même les habitants pour travailler en fait autour du projet éducatif de la ville, qui n'est pas que le projet des enseignants ou d'acteurs éducatifs bien formés qui seraient présents dans les quartiers. C'est un travail global. Et dernier point, parce que je tiens à le dire, cœur de ville, un sujet en fait qui a été bien défendu par les villes moyennes pour travailler à la restructuration, à la reconquête des cœurs de ville et des centres-villes de nos villes moyennes. C'est un dispositif qu'il faut regarder avec intérêt. Agilité, c'est un peu son fer de lance. Cœur de quartier, moi c'est ce que j'espère en fait, c'est-à-dire quelque chose qui remette un petit peu aussi un peu d'agilité dans les politiques publiques et nous permette de réunir l'ensemble des acteurs qui peuvent être efficaces en faisant confiance au territoire pour construire. Mais surtout, ne pas opposer cœur de ville et cœur de quartier. Parce que, et ça sera mon mot de conclusion en ce qui me concerne, c'est qu'on ne peut pas opposer la reconquête des centres-villes si on ne travaille pas en fait aussi au maintien, à la continuité de la reconquête des quartiers périphériques. Sinon, en fait, on va à un moment donné réopposer une France à une autre. On ne parlera plus de Paris et des métropoles, on ne parlera plus des métropoles et des périphéries, on parlera en fait des cœurs de ville et puis des quartiers qui sont abandonnés. Donc il faut travailler sur deux jambes. Merci Frédéric Le Turc, maire d'Arras, je rappelle. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Oui, très rapidement. Sur la question du zonage de la politique de la ville, j'ai dit tout à l'heure, je suis pour dézoner. Alors, gardons du zonage pour éventuellement affecter les moyens à proportion des nécessités des uns et des autres, mais dans les actions, ce doit être, me semble-t-il, dézoné, parce que je dirais... Aujourd'hui, on ne peut pas raisonner uniquement sur des quartiers géographiques. Les interactions sont trop fortes avec les autres pour que on en reste là. Mais l'État est encore très crispé sur ce zonage. Sur la question de la co-construction de l'éducation, effectivement, la plupart des communes maintenant ont des plans éducatifs locaux qui sont, je dirais, en gros de la crèche de la naissance jusqu'à la mission locale jusqu'à 25 ans. Et bien comment l'ensemble des partenaires qui participent à l'éducation des jeunes co-construisent des politiques avec un continuum éducatif. Et je dirais, là aussi, les effets peuvent se voir sur la durée. Et c'est tout à fait intéressant. En tout cas, je vois les fruits tout à fait intéressants qu'il peut y avoir. Et puis, gardons ce beau mot de politique de la ville, parce qu'un maire, c'est 40 missions différentes, c'est 40 métiers différents. Mais ayons peut-être le souci de remettre de la cohérence, de la globalité et de faire un peu éclater ou bouger, je dirais, les frontières traditionnelles de la politique de la ville, telles que des quartiers, tels qu'on l'a conçu ces dernières années. C'était nécessaire, sans doute, mais là, il faut voir plus large et plus grand, et ne pas la faire remonter non plus à un échelon où elle serait hors sol, et je crois que c'est vraiment dans les communes. On appuie avec les intercommunalités si c'est nécessaire, mais c'est vraiment dans les communes qu'elle se met en place. Merci Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Philippe Dallier, un petit mot avant l'intervention de Valérie Létard. Le thème de la table ronde était équité territoriale sur les enjeux régaliens. Bon, on a balayé, on a une somme doute un peu plus large.
Nous en sommes venus à poser la question des moyens parce que la question des moyens se pose bien évidemment. J'en discutais avec Renaud Epstein. Je n'étais pas très fan de la proposition de Jean-Louis Borloo de la création d'une cour d'équité territoriale pour la simple et bonne raison que je me dis, bon allez, on va créer une cour, on va aller déposer un dossier en se disant, écoutez, l'État n'est pas au niveau, etc. Et puis on part dans une procédure. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on dispose de tous les moyens. Alors peut-être pas pour géolocaliser, on en parlait, les budgets de l'État, mais je pense que toutes les données existent et qu'on est capable. Et si l'État veut savoir quels sont les moyens engagés sur telle ou telle politique à tel ou tel endroit, on dispose de tous les éléments. Et l'enjeu de l'équité territoriale, il est absolument fondamental. Vous demandiez, monsieur le maire, ce qui sortirait de ce colloque. Écoutez, de toute façon, il y aura un budget, il y aura un débat budgétaire à l'automne. Le Parlement a des pouvoirs de contrôle de l'action du gouvernement. Et comme nos collègues parlementaires l'ont fait sur le sujet spécifique de la Seine-Saint-Denis, on peut aussi ici, sur le thème de l'équité territoriale et de peut-être la redistribution des moyens de l'État. Parce qu'effectivement, on dit toujours qu'il faut créer des postes supplémentaires, tout ça c'est très bien. Mais en matière de police, quand on parle de Seine-Saint-Denis et qu'on compare à Paris, et qu'on regarde le nombre de policiers affectés dans les commissariats parisiens par rapport à ceux qu'on peut trouver au commissariat de Bondy, mon cher Gérard, c'est le jour et la nuit. Pourquoi ? On peut aussi travailler sur la réorganisation de l'État pour affecter plus de moyens aux endroits où c'est le plus nécessaire, quitte à ce qu'il y en ait un peu moins ailleurs, si on ne veut pas voir enfler les budgets de manière trop importante. Voilà, donc l'équité territoriale, c'est vraiment un sujet fondamental. Voilà, et on va passer à la reconquête. Mais Valérie Létard va venir conclure cette première partie de cette matinale de colloque. On va remercier Frédéric Le Turc, Xavier Lemoine et Renaud Epstein d'être venus ce matin et de nous avoir éclairé de leur expérience de maire et de proximité. Voilà, Valérie Létard, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est pas forcément évident d'intervenir après ces échanges qui ont largement balayé les choses, si ce n'est peut-être que de réinsister sur un certain nombre de points qui rejoignent le rapport qu'avec Annie Guillemot nous avions rendu et qui dressait un petit peu le bilan de la mise en application de la loi Lamy et qui, dans les grandes lignes, ne dit pas autre chose que ce que vous avez évoqué. Tant sur les orientations, tant sur la question de la politique de droit commun, dont aujourd'hui nous ne sommes pas en capacité d'évaluer la présence dans les quartiers, puisque quand on a regardé où en était la signature des contrats villes et le contenu des contrats villes, quasiment aucun ne précise ce qu'il y a de mis en œuvre au titre du droit commun dans les quartiers. Donc comment évaluer si la politique de la ville et ses moyens viennent se substituer à ce que le droit commun de l'État ou des autres acteurs auraient dû mettre, ou si effectivement c'est une cerise sur le gâteau, ce qui permet d'avoir l'action et le renforcement de l'action publique pour atteindre des objectifs de retour vers l'équité de traitement dans ces quartiers. Alors, moi je voudrais à mon tour rappeler combien Jean-Louis Borloo, comme le président de la République, essayent, chacun à leur façon, de montrer toute la détermination et tout ce que nous avons à gagner ou à perdre si on ne prend pas complètement à bras-le-corps la question de tous les quartiers, entre guillemets, dits politiques de la ville, c'est-à-dire tous ces territoires souvent enclavés, souvent éloignés, concentrant des difficultés urbaines, humaines, mais aussi d'enclavement par rapport à la mobilité, à l'accessibilité, aux moyens de transport, parce qu'on en a peut-être un peu moins parlé, une ou deux personnes l'ont dit, mais quand vous êtes dans un territoire qui est complètement hors de tout, inaccessible, pour lequel effectivement, aller travailler est une gageure, effectivement, ça ne simplifie pas les choses. Jean-Louis Borloo, en son temps, mais chacun l'a rappelé, et le rapport qu'il a rendu et présenté au président de la République, c'était vraiment son idée très humaine de dire on a des richesses absolument extraordinaires dans ces quartiers, mais on ne pourra y arriver, comme tu le rappelais Philippe, que si collectivement l'État, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, les associations, tous mettent leurs moyens, et l'Europe, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'Europe met aussi beaucoup de moyens dans la politique de la ville, tous convergent dans l'idée qu'on doit absolument, de façon concentrée, efficace, porter politiquement,
porter au quotidien, parce qu'il n'y a rien de plus difficile de dire qu'il faut aller mettre le paquet sur des quartiers qui ne sont pas toujours les plus faciles à défendre et à porter comme étant quelque chose de positif et d'essentiel pour l'avenir. Eh bien cela, effectivement, c'est au cœur des préoccupations que nous devons avoir aujourd'hui. Alors certes, le discours du président de la République et ce qui a été dit hier, ça n'est pas le rapport de Jean-Louis Borloo, mais on voit que beaucoup quand même des propositions et des préconisations qui figurent déjà en sont inspirées. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que la politique de la ville ne sera réussie que si on arrive à faire en sorte que ce qu'on appelle les contravilles, c'est-à-dire la prise en considération de ces populations, les moyens que nous mettrons pour accompagner les populations de ces quartiers au niveau de l'éducation, au niveau bien évidemment de toutes les fonctions qu'on retrouve dans n'importe quel quartier de nos collectivités, sont présents dans leur territoire et leur donneront les mêmes chances. Aujourd'hui, ça a été rappelé, dans ces quartiers, les services publics sont de moins en moins présents pour des raisons de rationalisation budgétaire, comme ils sont de moins en moins présents dans la ruralité. Et ce que monsieur disait tout à l'heure sur la réconciliation que nous devons avoir sur les difficultés rencontrées dans les quartiers urbains comme dans la ruralité, c'est une évidence. Dans les quartiers urbains comme dans les quartiers ruraux, on rencontre quoi? L'enclavement, la mobilité, l'absence d'un certain nombre de services publics ou la réduction de services publics postaux, la présence de la police de proximité ou d'outils qui sont à la hauteur, la question de l'éducation, des écoles dont il faut renforcer effectivement les moyens. Tous ces éléments, on le voit, sont les mêmes et ils doivent nous encourager à tenir, dans le cadre de nos politiques territoriales, un discours qui vise à ce que, au bout du bout, et nous savons bien que le président de la République, nous avons un amendement qui arrive aujourd'hui au débat dans la loi Elan, envisageant la création d'une agence nationale de cohésion des territoires. Et je pense qu'il est important à ce stade de le rappeler quand on parle de politique de la ville. C'est que pour moi, il est important de maintenir et de défendre l'idée que les contravilles, l'ANRU, les quartiers effectivement sensibles que nous défendons aujourd'hui doivent garder des moyens, doivent avoir plus de moyens peut-être encore demain. Alors, en maîtrisant bien évidemment, en étant raisonnables, mais ils doivent aussi être articulés avec l'idée que cette agence de cohésion des territoires, elle doit faire en sorte de montrer que tous ces quartiers, ils sont dans la même logique et ils se livrent le même combat, ils doivent s'y livrer le même combat que nous devons livrer pour faire en sorte que demain les territoires ruraux bénéficient de la même attention et des mêmes moyens et nous espérons bien que le gouvernement les donnera. Que tous ces moyens soient bien des moyens complémentaires et qu'il ne faudra pas qu'au bout du bout, cette future agence nationale de cohésion des territoires, elle ne soit que de la poudre aux yeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à la croisée des chemins et que pour toutes ces politiques-là, il faudra faire en sorte de réconcilier, d'être dans une logique où chacun pourra contribuer à faire en sorte que tout cela passe un cap supérieur. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de l'action publique, on a parlé du renforcement des services publics dans ces quartiers, on a parlé des associations. Les associations, on les a vues comme étant un facteur de lien entre l'action publique et ce que les habitants doivent porter pour être associés et réussir effectivement ces politiques. Les associations aujourd'hui, elles agissent de deux façons dans les quartiers. Elles agissent au travers de leur bénévolat, car il y a des associations d'habitants, mais elles agissent aussi parce qu'elles sont aujourd'hui les délégataires du service public porté par l'État, les régions et les collectivités. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un tissu associatif qui fait, pour le compte des collectivités qui les ont mandatées, le travail de proximité, d'éducation, d'insertion, de formation. Nous avons unicité ici aujourd'hui et que toutes ces associations aujourd'hui, elles rencontrent des difficultés et elles ne savent pas si elles pourront continuer à agir pour le compte de l'action publique. Aujourd'hui, il me semble qu'il faut rappeler combien notre tissu associatif, aux côtés de ces collectivités, Marie-Noëlle Lienemann parlait d'éducation populaire,
toutes ces associations, il va falloir qu'on puisse leur garantir qu'elles seront en capacité, de façon pérenne, de continuer à être présentes dans ces quartiers. Monsieur, vous le disiez tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Il faut que la République reste présente dans ces quartiers. Et pour que la République reste présente dans ces quartiers, il faut que les centres sociaux, les missions locales, les associations de prévention santé, que les différents comités qui existent et qui rassemblent les habitants et qui peuvent fonctionner aujourd'hui parce qu'il y a des outils qui les accompagnent au quotidien, des associations qui, au travers de fonds de participation des habitants, permettent qu'une vie sociale de proximité continue. Il faut que tout cela, demain, soit toujours présent. J'ai bien compris le message du président de la République. Les talents sont là, les moyens doivent être au rendez-vous, mais il faudra véritablement que ça se traduise concrètement par quelque chose qui soit, demain, à la hauteur des ambitions. La rénovation urbaine, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, aujourd'hui, 10 milliards d'euros, le président de la République l'a dit. 1 milliard d'euros doit être normalement abondé et accompagné au niveau de l'État. L'État, à travers de ce milliard d'euros, il doit permettre d'accompagner tout le programme de production de logements qui est attendu, mais il doit aussi faire en sorte que les écoles et tous les équipements publics qui doivent être menés et mis en œuvre dans ces quartiers bénéficient de subventions. Aujourd'hui, nous sommes, il me semble, Monsieur le Président Larcher, dans cette Assemblée, là pour dire que le Sénat sera au rendez-vous pour venir accompagner toutes les initiatives qui feront en sorte que le Président de la République continue l'effort et nous serons à ses côtés. Merci beaucoup Valérie Létard, sénatrice du Nord, vice-présidente du Sénat, et je rappelle que vous avez également été dans vos dernières fonctions ministérielles secrétaire d'État chargé de la solidarité. On va passer à la deuxième partie de cette matinée de colloque ici au Sénat. On va maintenant s'intéresser à la reconquête. Je trouve que le mot est assez joli, toujours sous la présidence de Philippe Dallier et de Patrick Kanner. Je vais demander à 4 élus même, que je vais maintenant présenter. Donc Catherine Arenou, qui est maire de Chanteloup-les-Vignes, de venir donc à la tribune. Je vais demander à Philippe Rio, qui est le maire de Grigny, à Franck Montaugé, qui est sénateur du Gers et qui est vice-président de la Commission des affaires économiques, et à Marie Trélucane, qui est présidente exécutive d'Unicité. Voilà, de s'asseoir. Et nous allons donc démarrer ce deuxième thème de ce colloque ce matin, la reconquête républicaine, avec pour thème rénovation urbaine, cohésion sociale et républicaine. Alors, on va peut-être déjà le mot de reconquête. On a bien compris, les problèmes ont été posés ce matin. Je vais peut-être démarrer avec Catherine Arenou là-dessus. Bon, soyons positifs, optimistes pour démarrer cette deuxième partie. La reconquête est souhaitable, mais rassurez-nous, elle est tout à fait possible. On est bien d'accord que si on parle de reconquête, c'est qu'on... Je parle à la maire de Chanteloup-les-Vignes, bien sûr. Petite ville de 10 000 habitants dont pendant très longtemps 82% de sa population était en territoire de politique de la ville, c'est-à-dire un territoire très atypique mais très représentatif de ce que sont nos quartiers prioritaires. Alors on appelle ça des quartiers prioritaires alors que ça fait quand même quelques années qu'on leur a pas donné la priorité. On fait de la reconquête territoriale, ce qui prouve bien qu'on avait perdu les territoires. On est quand même en politique de la ville dans des propos hautement symboliques. On fait de l'électrochoc aujourd'hui, alors que, je ne sais pas en médecine vétérinaire, mais en médecine humaine, on fait de l'électrochoc sur de la grande folie et pas sur de l'aveuglement ni de l'assoupissement. Donc on est dans cette politique de la ville, il faut vraiment qu'on mette les vrais mots. Parce que c'est ces mots-là qui donnent à la fois l'image de nos quartiers, qui donnera les solutions à nos territoires. Alors on ne fait pas de la reconquête sur nos territoires, on fait de l'accompagnement de la réussite, parce que ici comme ailleurs, aucun habitant de France n'a le droit d'avoir moins de réussite parce qu'il est né à un endroit. Il n'a pas le droit d'avoir moins de réussite parce qu'il est né dans une famille. Il n'a pas le droit d'avoir moins de réussite parce qu'il fréquente une école. Et donc,
il a les mêmes, parce qu'il habite en France, parce que la France doit se comporter avec tous ses habitants de la même façon, quelle que soit la couleur de peau, qu'ils soient des mâles blancs, des femelles blanches, voire plus colorés, peu importe. À partir du moment où ils sont issus de ils sont sur nos territoires, nous devons les accompagner pour la même réussite. Et la même réussite, ça veut dire que fatalement, on ne donne pas à son aîné la même chose qu'on donne à son fils cadet parce qu'il n'a pas les mêmes chances, enfin voilà, aptitudes au départ. Donc on doit donner plus à celui qui est un peu en difficulté parce que tout ça est... L'école, par exemple, on ne doit pas traiter l'école, on ne doit pas traiter l'éducation de la même façon sur tous les territoires. En ruralité, là où une école comporte des enfants qui sont de 3 à 12 ans, on ne les accompagne pas individuellement de la même façon qu'on accompagne des enfants sur des territoires, des quartiers de banlieue, de la même façon qu'on leur apprend les codes de la République, qu'on leur apprend la langue française, qu'on essaie de leur trouver ces compétences qui vont faire qu'à un moment donné, ils vont avoir les mêmes chances qu'ailleurs. Donc oui, la reconquête est possible, mais il faut savoir accepter le fait qu'on ne peut pas faire partout pareil, qu'on ne veut pas faire partout pareil, qu'on ne doit pas faire partout pareil. C'est-à-dire comment, à chacun des enfants de la République, on s'adresse pour qu'il ait une chance rencontrer un jour une passion et avoir un avenir heureux. C'est ça la politique de la ville. Nous, maire de Chanteloup-Lévignes, la reconquête est possible, souhaitable, en tout cas possible, on retient ce propos positif. Est-ce que c'est votre avis, Philippe Rio, maire de Grigny? Oui, tout à fait, parce que je crois que depuis 10 mois, depuis la colère qui a été rappelée par Monsieur le Président de ce que nous avions appelé l'été meurtrier, nous avons créé une ambiance dans ce pays collectivement, qui fait que nous sommes là aujourd'hui et qu'un Tour de France s'est réalisé, des solutions concrètes avec un mouvement associatif, avec des élus, et que nous avons, je crois, créé une ambiance, ce que j'appelle moi une maturité. Je pense que depuis très longtemps, si ce n'est jamais notre pays, l'ensemble de ces élites politiques peuvent créer les conditions d'une réussite que je qualifierais de la manière suivante. Il y a aujourd'hui une unité sur les questions territoriales. Nous ne pouvons plus opposer ni Limoux à Grigny, ni Auch à Montfermeil, ni nos cœurs de ville à nos périphéries. Et que si nous arrivons d'arrêter de nous désunir sur ces questions-là, nous créons les conditions d'une reconquête républicaine de nos territoires. Le deuxième sujet, c'est l'unité dans la diversité. Ça l'a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises, ou même par vous, vous dites de droite comme de gauche. Nous avons créé, je crois, en 10 mois, une unité d'analyse de situation. Patrick Caner le disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas les mêmes réponses, mais nous sommes arrivés à une espèce de consensus qui s'est traduit dans un rapport qui s'appelle « Réconciliation nationale », et je trouve que le mot est le bon mot qu'il faut utiliser. Et puis, dernière chose, les deux conditions de la réussite, les territoires, politiquement, nous devons y arriver. Président Larcher, vous faisiez référence à ce que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être plus, le FFI et les FTP. Je parlerai de la MOI aussi, en hommage à la fiche rouge de Manoukian. Nous avions créé à cette époque-là les jours heureux. À nous de créer les jours heureux pour les quartiers populaires. Mais en tout cas, il y a un mensonge que nous, et je terminerai par là, il y a un mensonge que nous devons balayer. Une tricherie. Jean-Louis Borloo a cette expression-là. Faire croire que la politique de la ville fait de la discrimination positive parce qu'en réalité, en matière de moyens, elle fait de la discrimination négative. Si nous sortons de ce mensonge-là, de considérer qu'on donne toujours trop à ceux qui en ont peu, c'est un mensonge. Et si nous sommes tous d'accord pour nous dire arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et à nos concitoyens, mais écoutez, je crois qu'on aura gagné une très grande étape pour faire en sorte que les moyens de droit commun, c'est-à-dire les 99% dont on ne parle jamais, de l'école, de la police ou de la justice, dont je rappelle que le tribunal d'instance d'Aubervilliers va 6 fois moins vite que le tribunal d'instance du 18e arrondissement, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le périph', ou qu'à Grigny, l'éducation nationale est dans une telle situation d'échec, avec 50% des enfants qui sortent du système scolaire. La politique de la ville, elle va très bien en fait. C'est le Jiminy Cricket,
C'est la bonne conscience de tout le monde. On fait des choses extraordinaires, bien évidemment, il faut plus. Bien évidemment, il faut l'adapter. Mais elle a fait un miracle de tenir ces quartiers et des vies entières dans la République. Simplement, aujourd'hui, les forces contraires ou centripètes sont telles que le droit commun doit revenir de manière très massive, les conditions de la réussite et puis arrêter les mensonges d'État. Voilà donc pour ce colloque organisé au Sénat sur les banlieues, le Sénat au chevet des banlieues à l'initiative de 2 parlementaires. Le thème donc un électrochoc républicain pour les quartiers défavorisés. Les sénateurs réclament, on l'a vu, une vision globale en matière de politique de la ville, un véritable traitement de choc, un événement, un colloque à remettre dans le contexte des annonces du gouvernement. Jacques Mézard et Julien Normandie sur les banlieues qui ont annoncé 1300 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes, 30 000 offres de stage et des maisons de santé multipliées par 2. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.